le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va porter sur le thème du budget, non pas du mien mais celui d'une de mes abonnées. C'est un format que j'ai lancé il y a quelques mois où j'analyse, où je partage selon les besoins le budget d'un ou d'une de mes abonnés. C'est un format qui vous plaît beaucoup de base, j'avais prévu de le faire une fois par mois. Là c'est décidé, je vais en faire 2 par mois. Donc j'ai déjà sélectionné ceux pour les 2 prochains mois. Si jamais vous voulez me partager votre budget, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. J'ai fait une story à la une avec toutes un peu les informations à prendre en compte avant de m'envoyer votre budget à l'adresse mail spécifique, donc pas sur mon adresse mail classique sinon je ne m'y retrouve plus, mais j'en reçois beaucoup, je ne peux malheureusement pas partager les budgets de tout le monde, donc j'essaie de prendre des situations un petit peu différentes à chaque fois. En tout cas, si c'est un thème qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour retrouver les prochaines vidéos que je ferai sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on va parler d'un budget qui, entre les montants et la situation familiale, ressemble énormément au budget de beaucoup de personnes en France puisqu'il se rapproche beaucoup des situations moyennes, et pourtant je crois que c'est un des premiers budgets avec cette configuration là que je reçois puisque beaucoup de mes abonnés sont frugalistes. C'est vrai que vu que je partage beaucoup de contenu autour du frugalisme, du minimalisme, beaucoup de personnes dans mes abonnés sont un peu dans des situations qui ressemblent à la mienne, donc plutôt frugalistes, plutôt sans enfants, en couple ou célibataire, et c'est bien aussi d'avoir d'autres configurations. J'ai aussi prévu des budgets avec plutôt des familles nombreuses qui devraient arriver, et ce sera très chouette à partager parce que jusqu'ici j'avais pas reçu beaucoup de budgets de personnes avec plusieurs enfants. Aujourd'hui nous allons parler du budget de Capucine qui est mariée, qui a 2 enfants, et vous allez voir, je vais vous partager leurs revenus, leurs dépenses. C'est assez proche du revenu médian pour des personnes dans leur situation, et on va partager un petit peu autour de leur budget. Pour moi vraiment le mot qui revient le plus c'est l'équilibre. Ils ne sont pas dans le frugalisme, dans l'économie extrême, ils ne sont pas dans la surconsommation, dans la dépense extrême, ils sont vraiment dans quelque chose de très équilibré, où je trouve que la part accordée au plaisir, au loisir est quand même très suffisante et très confortable. Pour autant, leurs revenus ne sont pas mirobolants non plus, donc ne leur permettent pas des excès énormes. Et pour autant, ils sont quand même très raisonnables, très responsables, et la part accordée à l'épargne, aux investissements, vous allez voir, est assez intéressante aussi. Au niveau de leur situation, donc comme je vous l'ai dit, Capucine est mariée, elle a 2 enfants qui ont 3 et 5 ans, ils vont tous les deux en école privée, donc forcément ça implique un certain coût par rapport à l'école publique, même si il y a toujours des frais liés à la scolarité, on en parlera un petit peu plus tard. Et également ce qui va différer de pas mal de budgets que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont 2 voitures qui leur sont vraiment indispensables pour aller travailler. Alors vous savez que moi, un des conseils budget que je donne très souvent, notamment dès que je m'adresse à des jeunes, c'est que si on a le choix de ne pas avoir de voiture, vraiment ça peut être très intéressant à la fois pour l'écologie bien sûr, mais pour son budget aussi de ne pas en prendre. Mais ça veut pas dire que je suis anti-voiture, et bien sûr que je comprends totalement qu'on puisse en avoir besoin. Dans mes projets de vie, un jour je veux vivre à la campagne, il y a de fortes chances, à moins que je sois vraiment à côté d'une piste cyclable qui soit proche d'une gare, etc. Sinon il y a de fortes chances que je me retrouve à avoir une voiture, et ça veut pas dire que voilà qu'il faut pas avoir de voiture dans sa vie, mais quand on a la possibilité, c'est bien de ne pas en avoir. Ce n'est pas leur cas, ils en ont besoin pour travailler et ce n'est absolument pas critiquable. Pour ce qui est de leur gestion bancaire, ils ont un compte joint qui est leur compte courant aussi. Et à côté de ça, ils vont avoir 2 livrets d'épargne communs également. Un livret A sur lequel ils mettent leur avance pour les dépenses annuelles. En fait, ils budgétisent à l'année tout ce qui va être dépensé annuellement, donc je vous en parlerai un petit peu après, mais parce qu'ils ont des dépenses parfois très variables et ça permet de sortir toujours la même somme de son compte, et c'est une très bonne idée. Et à côté de ça, ils ont un livret d'épargne populaire qui leur sert de fonds d'urgence. C'est quelque chose que je vous recommande vraiment, d'avoir un fonds d'urgence, peu importe votre situation financière, peu importe ce que vous mettez exactement dessus, ça dépend vraiment de nos besoins. Par exemple, moi je vais avoir environ 1 an de salaire généralement sur un fonds d'urgence parce que je suis auto-entrepreneur et que je peux très bien avoir une baisse drastique de mes revenus, mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Des fois il suffit juste d'avoir de quoi pallier à un petit problème de la vie. Quand on a une voiture, ça peut être un accident de voiture. Quand on a des animaux, ça peut être un animal qui d'un coup a un vrai problème de santé qui coûte super cher, parce que les animaux ça coûte vite très cher. Ou on peut prendre dedans pour peu importe, un peu les choses pour lesquelles on prendrait un crédit à la consommation si jamais on était dans la galère. Là ça permet d'éviter de le faire, donc c'est une très bonne idée, et c'est vraiment une très bonne base de gérer son budget en pensant
aux urgences. Dans leur situation, ils sont mariés et ils ont des revenus assez similaires, donc ça ne va pas vraiment rentrer en jeu. Mais si jamais vous avez des revenus différents de votre conjoint, je vous conseille vraiment d'appliquer un prorata dans vos dépenses. C'est vraiment, nous on a des revenus aussi assez similaires avec mon conjoint, mais si on avait des revenus différents, je pense qu'on se mettrait vraiment à appliquer un prorata. Ça permet que chacun puisse se créer de l'épargne et c'est vraiment important d'avoir soit une épargne commune qu'on divise en deux en cas de problème, soit d'avoir chacun son épargne. Je trouve que c'est plutôt sain de se construire dans une relation comme ça, en tout cas sur l'aspect financier. Après bien sûr vous faites comme vous voulez, mais c'est ce que je préfère appliquer. Capucine gagne 1900 € par mois et son mari 1830 € par mois. Et ils ont également 130 € d'allocation familiale. Ils ont 3860 € par mois, ce qui les place vraiment dans la fourchette de la classe moyenne. Pour rappel, la classe moyenne pour un couple avec 2 enfants, ça va être entre 3253 € et 5609 €. Donc voilà, ils sont vraiment à peu près dans cette fourchette là, ils sont plutôt vers le milieu de la fourchette. Donc c'est des revenus assez classiques. Après bien sûr, avoir les statistiques et tout ça, ça donne une idée globale sur l'ensemble de la population. Ça ne va pas forcément décrire parfaitement une situation puisque c'est pas parce qu'on a le même salaire ou la même configuration familiale que quelqu'un qu'on va vivre de la même manière entre le lieu d'habitation, les habitudes de vie, les différents privilèges ou contraintes que l'on peut avoir. Il y a plein de choses qui vont entrer en compte. C'est simplement un indicateur global. J'aime bien le placer dans les vidéos tout simplement parce que ça évite les jugements un peu faciles en mode non mais ça va, il gagne beaucoup, c'est facile, ou alors non mais moi je gagne beaucoup plus. En fait le but c'est vraiment pas de se comparer aux autres, mais simplement de voir un peu où on se situe par rapport à la moyenne globale et pas par rapport à un autre individu simplement. Nous allons passer au budget. Alors eux ils le dispatchent entre le crédit, les dépenses fixes et les dépenses variables. Dans mon tableau que je vous donnerai vers la fin de cette partie-là de la vidéo, je vous mettrai tout ensemble, tout regroupé dans les dépenses, mais là on va faire par catégorie. Je m'aide de mon cahier, sinon je retiens pas tout par cœur. Donc en crédit immobilier, ils ont 530 € par mois qui dure encore pendant 10 ans. Donc c'est une mensualité assez confortable dans le sens où c'est vraiment pas forcément plus cher que ce que la plupart des gens payent en loyer et ça permet dans 10 ans qu'ils soient propriétaires de leur logement. Donc ça c'est vraiment une bonne idée d'avoir pensé à investir plutôt jeune. Je n'ai pas exactement leur âge dans le budget qu'ils m'ont envoyé, mais en tout cas je me doute qu'ils sont quand même assez jeunes puisqu'ils ont des enfants assez jeunes et que vous allez le voir sur la ligne d'après, ils ont un crédit étudiant qu'ils remboursent tous les mois, donc de 450 € par mois. Ça c'est vrai que c'est assez lourd comme crédit étudiant. Ils ont encore quelques mois à rembourser, donc ça va vraiment soulager leur budget. J'ai hâte pour eux que ce soit fini pour qu'ils puissent attribuer cet argent à un autre poste de dépense. On en parlera un petit peu à la fin. Mais donc celui-ci va jusqu'à janvier 2023, donc ça c'est top, c'est bientôt fini. Et ensuite en troisième crédit, ils vont avoir un crédit pour la voiture de 190 € par mois qui dure jusqu'à février 2024. Donc ça leur prendra encore environ 1 an et des poussières, 1 an et demi, un petit peu moins. Et donc c'est pareil, ça veut dire que dans 1 an et demi, ils seront quand même débarrassés de ces 2 crédits. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Ça leur fait un total du coup en termes d'endettement, ils ont 1170 € actuellement de crédit à rembourser tous les mois, ce qui équivaut à peu près à 30% de leurs revenus. On considère qu'il ne faut pas aller au-delà de 33% d'endettement pour avoir une situation saine, donc là ça va, ils sont toujours dans ces taux-là et vous allez voir qu'ils gèrent assez bien leurs dépenses aussi, donc ça les met pas en difficulté. Et surtout il y a une des grosses mensualités qui va bientôt partir, donc ça va être vraiment très soulageant je pense pour leur budget. Ah oui, et dans leurs dépenses, ils comptent aussi leur épargne mensuelle, donc c'est une manière de voir les choses aussi. De toute façon, là c'est en plus de l'épargne dont une partie va servir à la consommation en cours d'année, donc c'est vraiment important de ne pas se retrouver mis devant le fait accompli au moment où il faut payer tout ça. Ils ont 200 € qu'ils mettent sur leur fonds d'urgence, donc sur leur livret d'épargne populaire, et 300 € qui va leur servir donc pour un peu les dépenses annuelles qui vont regrouper les vacances, les cadeaux, les adhésions pour les activités sportives et les arts pour l'école privée. Donc ça fait quand même un bon budget, par exemple pour les vacances, les cadeaux, etc. C'est vrai que c'est assez confortable. C'est un peu moins de 10% de leurs revenus, donc c'est pour ça que je dis que
Je trouve que leur budget est vraiment équilibré et qu'ils accordent une bonne part au loisir, au plaisir, et ça c'est très chouette. C'est génial pour les enfants de pouvoir faire des vacances, etc. C'est ce qui est vraiment bien dans leur budget. Plein d'autres choses sont très bien dans leur budget également. Donc ça, ils vont le budgétiser à l'année et c'est chouette parce qu'en effet, ça permet de ne pas avoir à tout sortir d'un coup au moment où on va payer les vacances et de le prendre sur le budget du mois et se retrouver à manger des pâtes le reste du temps, mais vraiment de l'anticiper sur l'année, et ça c'est vraiment une manière sereine d'aborder les vacances, les cadeaux, etc. Ils ont donc 500 € qui partent sur leur compte d'épargne chaque mois. Ensuite, nous allons passer aux dépenses fixes. Donc pour la première voiture, ils ont une assurance tout risque de 63 € par mois. Pour la deuxième voiture, une assurance qui est au tiers de 35 € par mois. Là on voit que ça fait déjà pratiquement une dépense de 100 € mensuelle. Donc c'est vrai que c'est ce que je disais au début, souvent les voitures ça représente un certain coût. L'assurance habitation est de 17 € par mois. Ensuite, une assurance accident de la vie à 14 € par mois et une protection juridique de 7 € par mois. Ça, je l'ai jamais pris, je sais pas si c'est important de le prendre ou pas. C'est vraiment une catégorie de dépenses. Enfin, si j'ai l'assurance habitation, bien sûr, j'ai pas le choix, sinon je pourrais pas habiter dans mon logement. Mais j'ai pas pris l'assurance accident de la vie et la protection juridique. On me l'avait proposé, mais ça m'avait pas paru suffisamment intéressant par rapport à ma situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que c'est un sujet sur lequel je ne m'y connais pas particulièrement. Ensuite, pour les abonnements téléphoniques, ils en ont pour 39,98 € par mois, donc à peu près 20 € par adulte, j'imagine, pour leur budget. Bah oui, c'est logique, les petits ont 3 ans et 5 ans, donc je pense pas qu'ils aient un forfait. Mais donc bon, on peut trouver moins cher. Est-ce que c'est nécessaire de réduire si on n'en a pas l'envie? Pas forcément, mais si jamais un jour ils veulent grignoter un petit peu sur leur budget, c'est vrai qu'on peut trouver des abonnements téléphoniques entre 10 et 15 € qui généralement couvrent à peu près tous nos besoins. C'est quand même en train d'augmenter, je trouve que l'inflation se ressent sur ce poste de dépense, la téléphonie et internet. Ça avait bien diminué dans les 10 dernières années, c'était vraiment bas par rapport aux autres pays, on avait beaucoup de chance. Je trouve que ça commence à réaugmenter un peu, donc si vous avez un forfait intéressant, vraiment gardez-le. Ensuite, en box internet, 24 € par mois, c'est raisonnable, c'est dans la moyenne. Taxe habitation plus foncière, 101 € par mois, sachant que là normalement niveau taxe d'habitation il y a pas mal de changements, il y en a qui vont plus la payer, il y en a qui vont moins en payer. Pour l'instant ils l'ont budgétisé, peut-être qu'ils auront un remboursement, peut-être qu'ils la paieront moins, ça c'est à voir, mais pour l'instant ils ont budgétisé donc à l'année 101 € par mois pour la taxe foncière plus taxe d'habitation à l'année. Et ça c'est vrai que c'est flou, même quand il y a des décisions, des fois ça met un petit temps à se mettre en place, donc c'est bien de toujours le prévoir et au pire ça fait un petit bonus. En consommation d'eau, ils payent 34 € par mois. En électricité, 97 € par mois, sachant qu'ils ont un logement tout électrique. Ça, il faut faire attention avec la consommation d'énergie. Pas de commentaires sur ma lampe, sinon on ne me voit pas. Si j'éteins la lampe, on ne me voit pas parce qu'il n'y a pas la lumière devant. Mais en tout cas, les prix de l'électricité, on le sait, vont vraiment augmenter, le gaz aussi. On ne sait pas exactement de combien, on voit beaucoup de choses passer, il y en a qui sont un peu alarmistes, il y a des histoires potentiellement de coupures, enfin moi je sais pas trop comment me situer par rapport à tout ça. Mais dans tous les cas, ça peut être bien de budgétiser une potentielle augmentation ou alors de voir pour diminuer ses besoins en électricité. Donc je ferai une vidéo sur le sujet, sur comment réduire sa consommation d'énergie. Et on essaiera d'en discuter ensemble pour voir ce qu'on peut faire sur ces points-là pour essayer de ne pas se retrouver pris au dépourvu si jamais il y a une augmentation vraiment très importante. Dans tous les cas, le prix de l'énergie augmente vraiment chaque année. Ça, on le voit, le prix augmente quoi qu'il arrive, même avant toutes les histoires qu'on avait actuellement. On avait déjà une inflation chaque année. Mais pour passer au sujet suivant, pour la scolarité des enfants, qui inclut aussi la cantine, il y en a pour 250 € par mois, lycée sur l'année. Puisqu'en fait, ils vont pas payer pendant l'été, bien sûr, puisque les enfants ne sont pas à l'école, et ils vont avoir des paiements plus importants en octobre, et ça va être dégressif jusqu'à juin. Mais voilà, en tout cas, eux, ils ont lycée sur l'année, c'est une bonne manière d'avoir une bonne représentation du budget, parce que ça évite de se retrouver à rien payer pendant l'été et à se dire mais en fait il est super confortable notre budget, et d'arriver à la rentrée et de se retrouver avec des grosses mensualités à payer et d'être un peu obligé de piocher et se dire qu'on regrette quelques excès qu'on a pu faire pendant les vacances. Donc c'est bien de savoir où on en est, ça permet de voir combien on peut s'autoriser et c'est vraiment ça qui permet d'avoir un budget sain. Donc le total pour leurs dépenses fixes est de 681,98 €. Ensuite, sachant que dans leurs dépenses fixes, ils n'ont pas compté les crédits, moi c'est vrai que par exemple je les compte dans mes dépenses fixes, enfin j'ai pas de crédit, mais si j'en avais je les aurais comptés dans mes dépenses fixes, mais après on organise son budget comme on veut, ce qui est important c'est juste de voir combien on dépense, combien on gagne, combien on peut mettre de côté, c'est surtout ça qui compte.
Ensuite, en dépenses variables, alors pour les courses, ils en ont pour 500 € pour 4 personnes. Ils font des menus à la semaine, 50% des goûters et petits déjeuners sont faits maison. Ils ont quelques légumes au potager et ils essayent globalement de manger sain. Donc ça c'est très bien. Le budget, s'il leur convient, il est équilibré. Est-ce qu'on peut réduire? Oui, on peut réduire un petit peu, sachant que les enfants mangent à la cantine si jamais c'était une nécessité pour mettre de l'argent de côté. Mais si on a le budget, vraiment le budget alimentaire, c'est pas le budget sur lequel on doit réduire. J'ai plusieurs vidéos sur comment manger pour 1 € par repas. Si jamais vous êtes dans une situation où vous voulez manger avec un petit budget ou si c'est obligatoire pour vous parce que vous êtes dans une galère financière ou quoi que ce soit, j'essaye d'établir des recettes qui sont équilibrées et complètes. Donc voilà, c'est pas manger pour 1 € par repas en mangeant juste des pâtes à la sauce tomate à chaque repas et en se remplissant le ventre avec du pain de mie entre les repas, c'est vraiment pas ça. J'essaye de faire des choses qui soient équilibrées en termes de protéines, de fer, d'apport en calcium. J'essaye vraiment de penser dans la globalité. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai une de ces vidéos par ici si ça vous intéresse. Ensuite, le budget essence est assez conséquent. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'augmentations récemment en plus, donc forcément ça pèse sur le budget. Il est de 300 € par mois. Donc c'est vrai que ça peut... On voit quand même que le budget voiture, entre le crédit, l'essence et les assurances, grignote une grosse partie du budget. Et c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Donc si jamais... Je sais pas s'ils en ont la possibilité, mais dès qu'on peut, ou si dans votre situation, vous pouvez faire du covoiturage ou faire certains trajets à vélo, ou si jamais vous avez la possibilité entre un logement un peu plus cher, mais plus proche du lieu où vous avez toutes vos commodités, on va dire, des fois ça vaut le coup de payer un petit peu plus cher en loyer ou en crédit immobilier, si à côté de ça, ça permet d'utiliser beaucoup moins sa voiture. Ça veut pas dire que c'est possible pour tout le monde du tout. Ils ont ensuite un budget plaisir, donc qui va comprendre les loisirs, les restos, les achats, que ce soit pour les enfants, la maison ou pour eux, de 100 € par mois. C'est lissé sur l'année, ça va beaucoup dépendre généralement de leurs frais de scolarité. Donc voilà, s'ils ont beaucoup de frais de scolarité à payer à ce moment-là, peut-être qu'ils se font un petit peu moins plaisir, etc. Mais c'est bien de garder un budget plaisir, en plus du budget vacances qui est budgétisé ailleurs. Voilà, je pense que c'est vraiment une bonne manière de gérer son budget globalement. Ils ont des dépenses variables qui sont arrondies du coup à environ 1000 €. Bien évidemment, c'est jamais ça au centime près, hein, c'est des estimations. On connaît pas exactement le prix du chou en octobre, donc il pourra y avoir une variation de quelques euros. Mais c'est bien d'avoir une idée pour se fixer une fourchette de prix à peu près de ce qu'on dépense, c'est toujours bien. Du coup, ça amène le total de leurs dépenses à 3351 € par mois. Ce qui est bien inférieur à ce qu'ils gagnent, puisqu'ils gagnent 3860 €. Ça fait une différence d'environ 500 € par mois. Elle m'a dit que dès qu'il y avait un reste, ils le mettaient sur en dispatché sur leurs 2 livrets, donc la moitié sur le livret A, la moitié sur le LEP. Je sais pas s'ils le font en début de mois ou s'ils font vraiment avec l'argent restant. Si jamais ils savent d'avance qu'il y a cette somme, ça peut être sympa mentalement un peu de le mettre directement en épargne. Et si par exemple ils veulent faire une épargne pour un autre projet, ouvrir un autre livret. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut ouvrir quand même différents livrets pour différentes choses gratuitement. Bien sûr, il n'y a pas des taux d'intérêt hyper intéressants et c'est pas le but c'est d'avoir de l'argent accessible. Mais par exemple, ouvrir un LDD, donc un livret de développement durable, généralement, je crois qu'il a le même taux d'intérêt que le livret A, donc ça a un petit peu augmenté, d'ailleurs il me semble que c'est passé à 2%. Je sais pas si le LDD aussi, je vais regarder ça. Alors oui, c'est confirmé, le LDD est toujours aligné sur le taux d'intérêt du livret A, donc il est passé à 2% aussi. Bien sûr, l'inflation est bien plus élevée que ça, mais en fait, il vaut mieux 2% que 0%, et ça permet de l'avoir en accessible, comme dit plus tôt. Et par exemple, s'ils ont 500 € à chaque fois en début de mois qu'ils peuvent mettre directement en épargne automatique, ils peuvent le mettre sur le LDD si ça leur paraît intéressant, ou sur un autre livret, hein, peu importe. Et ça peut leur permettre de se constituer un apport ou de se constituer une épargne pour des travaux ou pas mal de choses. Après, il faut voir si ça reste vraiment tous les mois parce que des fois, même quand on budgétise, on se rend compte qu'on met pas autant de côté que ce qu'on aurait comme reste. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut revoir un peu le budget si on a eu des dépenses en plus, etc. Mais là, par exemple, ça leur ferait approximativement 6 000 € d'épargne possible par an. Ils peuvent aussi en mettre une partie sur des comptes pour les enfants, par exemple. Quand j'étais petite, mes parents m'ont ouvert un compte d'épargne et ça fait qu'à 18 ans, j'avais quand même une petite somme dessus et ça m'avait aussi un peu inculqué le côté épargne que j'ai beaucoup aujourd'hui. Je pense que la plupart de mes abonnés le savent, mais ça me permettait aussi de mettre mon propre argent de côté dessus dès que je faisais du babysitting, dès que j'avais des entrées d'argent, peu importe en fait, dès que j'avais un chèque à Noël ou des choses comme ça, ou dès que je revendais des jouets,
plein de choses, ça me permettait de mettre de l'argent sur mon compte d'épargne et j'avais quand même un bon pactole quand j'ai atteint mes 18 ans et que j'ai touché pour la première fois à mes comptes. Et c'est aussi ce qui m'a pas mal donné envie de continuer de mettre de l'argent de côté parce que j'avais une somme sérieuse qui me donnait envie de m'en servir comme apport. Donc vraiment ça peut être intéressant aussi de mettre une petite somme, même si c'est pas énorme, hein. Je dis pas de mettre les 500 € par enfant, enfin pour les 2 enfants, mais par exemple 20 € chacun ou 15 € chacun. Peut-être qu'ils le font déjà et que c'est budgétisé dans autre chose au sein de leur budget, puisque les catégories des fois peuvent laisser la place à des choses qu'on n'a pas forcément pensé à partager. Mais voilà, ça peut être chouette. Du coup, ils attendent 2023, enfin début 2023 avec impatience pour se débarrasser du prêt étudiant. C'est clair qu'une telle mensualité, c'est vraiment génial de pouvoir en voir le bout clairement. Sachant qu'en plus, après ils en auront un autre qui va s'arrêter. Dans les hypothèses de ce qu'ils pourraient faire de cet argent, ils n'ont pas encore réfléchi. Ils hésitent soit à s'en servir pour rembourser de manière anticipée le crédit de la voiture, soit à faire un crédit parce qu'ils ont encore des travaux à faire pour finir leur maison, ou alors éventuellement s'en servir pour investir. Personnellement, je pense que je choisirais de rembourser de manière anticipée le crédit de la voiture, puisqu'au moment où ça va s'arrêter pour leur crédit, pour leur prêt étudiant, il restera un peu plus de 2000 € à payer pour la voiture, et ça peut leur permettre en quelques mois de se débarrasser de ce crédit, et là ils se dégagent les 2 mensualités, donc à la fois les 450 et les 190 €. Et après ça peut permettre soit d'enchaîner sur le prêt travaux, soit d'investir dans l'immobilier, soit les deux selon ce qui leur est possible. Je dis investir dans l'immobilier, elle n'a pas spécialement parlé de l'immobilier, mais d'investir dans ce qu'ils veulent. Mais si par exemple ils voulaient investir dans l'immobilier, c'est vrai que ça peut permettre de payer une mensualité sur 25 ans par exemple sur un bien qui peut être mis en location et rapporter un petit peu plus par mois que la mensualité. Dans tous les cas les investissements ça se réfléchit parce que c'est pas toujours rentable, surtout dès le début. Mais ça leur donne en tout cas du choix et surtout qu'ils ont ce reste dont on a parlé un petit peu avant, ce reste de 500 € par mois qui n'est pas négligeable et qui potentiellement peut venir compléter ces projets-là ou venir apporter un petit peu de sécurité derrière. Par exemple, s'ils faisaient le choix d'investir dans de l'immobilier et qu'ils n'avaient pas de locataire pendant quelques mois, ça pourrait leur permettre de financer le crédit avec le reste à vivre qu'ils ont ou ce genre de choses. Alors merci beaucoup à Capucine de m'avoir partagé son budget, je trouve que c'est vraiment génial d'en parler sans tabou et vraiment de pouvoir donner des exemples. Ça veut pas dire qu'on a un budget parfait ou qu'on a un budget critiquable ou quoi que ce soit, c'est simplement partager des exemples parce qu'on est tous différents, on a des budgets différents et voir comment font les autres, ça peut être très inspirant, on peut piocher des choses dedans. On peut juste constater et ça peut toujours, je pense, apprendre des choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez participer aussi. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai quand même beaucoup de demandes et je n'arrive absolument pas à répondre à tout le monde et j'en reçois beaucoup plus que ce que je suis censée en faire sur une période. Donc j'ai augmenté à 2 par mois et ça déjà ça va permettre de plus partager autour de ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochains contenus, que ce soit sur le budget mais aussi sur les autres thèmes que je traite, comme par exemple l'alimentation, l'écologie, etc. Il y a plein de choses dont je peux parler sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder. Et voilà, donc merci Capucine pour ce budget, vraiment vous avez pu voir que c'était équilibré. C'est un budget qui dans la description, en tout cas en termes de revenus et de situation familiale, ressemble à celui de beaucoup de monde et je trouve que c'est chouette aussi. Bien sûr ça veut pas dire que vous allez vous reconnaître dedans, j'essaie justement de partager différents profils de budget pour qu'on puisse voir un petit peu sur différents profils, différents types de situations, de revenus. N'hésitez pas si vous avez un budget atypique aussi à me le partager si vous pensez que ça peut vraiment aider d'autres personnes aussi. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, puisque selon si on me demande des conseils ou non, je vais donner des petites astuces si j'en ai à apporter. On peut aussi demander à ma communauté d'intervenir s'il y a des questions, des idées ou des demandes un peu par rapport à des problèmes. C'est bien comme ça de pouvoir mettre en commun un petit peu nos idées, nos connaissances. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas banquière ou conseillère financière ou quoi que ce soit, simplement une humaine qui peut partager des informations sur le sujet et ça peut toujours être intéressant. Plus on communique, plus on partage, plus c'est facile en fait de s'en sortir. Si par exemple on se rend compte qu'on paye notre assurance habitation 5 fois trop cher, ou qu'on paye très très cher un abonnement téléphonique alors qu'on pourrait le payer moins cher, ou y a plein de choses comme ça où on peut se dire ah tiens c'est peut-être possible de faire autrement. En tout cas moi c'est ce que j'aime bien dans les partages de budget, j'adore les lire et j'aimerais vraiment pouvoir tous les partager, mais en tout cas
Pour le moment, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à activer les notifications, à la fois ça soutient mon travail et ça peut permettre de partager plein d'idées ensemble. On se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!